Bonjour à tous, nouveau numéro de l'émission Putsch Live. Merci de votre fidélité, émission produite par Putsch Media. Et ce soir, je suis très heureux de recevoir mes deux invités, deux voix très discordantes, très pertinentes sur les questions polonaises, sur les questions hongroises et plus largement sur les questions européennes finalement de ce qui se passe aujourd'hui. J'ai le plaisir de recevoir, je l'avais déjà reçu une fois pour son livre, Max Erwan Gastineau. Max Erwan, comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup de votre invitation. Bon, ben merci beaucoup d'être là, d'avoir pris ce temps pour nous décrypter cette actualité. Je vous rappelle, vous êtes essayiste notamment, et vous avez écrit le très très bon livre, le nouveau Procès de l'Est, aux éditions du Cerf. On va longuement en parler, bien entendu, forcément dans ce grand sujet sur la Hongrie et la Pologne. Sont-elles les enfants terribles de l'Union européenne? Et je reçois, vous le connaissez maintenant, il est un habitué de l'émission, David Engels. Bonsoir David, comment allez-vous? Bonsoir, très bien, très bien. Merci pour l'invitation à nouveau. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Ben, c'est un plaisir de vous recevoir, hein, David. J'imagine que vous êtes à Varsovie en ce moment, ou du moins dans la banlieue. Oui, tout à fait, voilà, absolument. Duplex de Varsovie, vous voyez. Putsch fait des duplex un peu partout dans le monde et c'est toujours très intéressant. Alors, je vous présente un historien et professeur à l'Institut Zakodny et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, Livre Rénovation Europa aux éditions, vous aussi aux éditions du Cerf, une très bonne maison, allez-y, c'est comme l'Artilleur, c'est de très bonne maison, allez-y, piochez des livres intéressants sur les sujets qui nous occupent. Bon, de quoi on parle ce soir? On parle l'Hongrie, la Pologne, sont-elles les enfants terribles de l'Union européenne? Pourquoi on parle de ça? Puisque la Hongrie et la Pologne, on parlera de la Pologne et la Hongrie, bien sûr, ces deux pays-là, qui ont attaqué devant la Cour de justice de l'Union européenne un dispositif bruxellois qui prévoit de les priver de fonds européens en raison d'atteintes répétées au principe de l'état de droit, et notamment aussi pour la Pologne, par son tribunal constitutionnel. Elle fait valoir la primauté de sa constitution sur le droit européen. Et avec vous deux, on va décrypter cette situation géopolitique. Bon, pour cadrer le débat, pour cadrer le sujet, je voudrais, messieurs, qu'on fasse un petit résumé, un petit récapitulatif de cette notion de la primauté du droit européen. Max Erwan, pour commencer. Oui, écoutez, merci de commencer par ce sujet assez technique, mais qui, en effet, est au cœur de la construction européenne et donc des tensions qui se font jour aujourd'hui entre Bruxelles, Budapest et Varsovie, mais pas seulement. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que nous avons des conflits entre Bruxelles et d'autres capitales européennes, et notamment, on a parlé aussi de l'Allemagne. Il faut savoir que la commission de Bruxelles a ouvert une procédure de sanction à l'encontre de l'Allemagne, puisque la Cour suprême allemande a contesté la possibilité donnée à la Banque centrale européenne de racheter des titres de dette dans le cadre donc de la relance européenne. La primauté du droit européen, en fait, c'est une notion, je dirais, un petit peu malléable, puisque techniquement, théoriquement, vous avez les États qui sont souverains, et les traités européens rappellent que la souveraineté va aux États, et vous avez à côté des compétences européennes. Donc vous avez d'un côté un champ sur lequel l'Union européenne est légitime à agir, et de l'autre côté, une série de sujets sur lesquels elle n'a pas de compétences, et donc théoriquement, les États sont les maîtres du jeu. Je donne juste un exemple pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi cette notion de primauté du droit européen n'est pas aussi claire qu'on veut bien le dire. Vous avez eu en juillet dernier une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a statué sur le temps de travail des militaires français. Oui. A priori, tout ce qui touche en effet aux droits sociaux, comme donc au temps de travail, relève entre autres d'une compétence européenne, puisque cela régit le marché commun européen. Le régalien, le militaire, lui, est une compétence relevant de la part des États. Mais donc lorsque l'Union européenne, à travers sa Cour de justice, émet une décision qui touche au temps de travail, par effet collatéral, elle touche au temps de travail des militaires et donc elle empiète sur le terrain de jeu des États. Je rappelle qu'à l'article 4 du traité de l'Union européenne, le militaire, la sécurité nationale, est une compétence exclusive, qui relève de la compétence des États. Donc là, vous avez typiquement un sujet sur lequel et l'Union européenne, d'un certain point de vue, et les États sont légitimes à agir, ce qui génère des conflits. Et vous avez Jean-Louis Borloo qui avait réagi notamment, qui n'est pas un européiste échevelé, qui avait réagi dans une tribune en juillet dernier pour dire
Ce n'est pas à l'Union européenne de régler le statut de nos militaires. Mais moi, j'ai envie d'élargir la question et de demander, c'est à l'Union européenne de régler quoi? Et je crois qu'aujourd'hui, il y a un effort de clarification européenne. David? Oui, tout à fait. Donc là, on est déjà en plein milieu du sujet. Ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est que l'Union européenne actuellement, elle est basée sur ce qu'on appelle la méthode Monnet. Donc, c'est-à-dire que on essaie depuis le début, d'ailleurs, de créer des incertitudes, des domaines dans lesquels il n'y a pas vraiment de clarté qui règle quoi. Et donc, on crée un besoin de légiférer et de centraliser et d'harmoniser. Et donc, par cette méthode-là qui a été fixée dès le début, si on veut, des traités européens, il y a le champ de compétences de l'Union européenne qui s'étend de plus en plus, notamment aussi par le fait que, voilà, ça fait partie aussi des buts justement auxquels tous les États membres de l'Union européenne souscrivent, de souscrire à une union de plus en plus proche entre les différents pays. Donc il y a cette tendance dynamique qui est inscrite, si on veut, dans cette construction européenne qui fait en sorte qu'elle légifère sur de plus en plus de domaines parce qu'elle crée elle-même un besoin d'harmonisation dont elle récolte elle-même les fruits. Ça, c'est certainement un point qu'il faut comprendre. Et donc, d'une manière ou d'une autre, finalement, tout est, d'un certain point de vue, européen. Tout, quelque part, justifie le fait qu'on s'accorde avec son voisin et donc, potentiellement, qu'on demande à Bruxelles. En tout cas, c'est ça la position, évidemment, de la Cour de justice de l'Union européenne. Ça, c'est un point. L'autre point, et je crois que c'est celui-là qui est de plus en plus en jeu, c'est que nous avons dans le traité de Lisbonne toute une série de soi-disant valeurs européennes très 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 vagues comme la démocratie, la liberté, l'égalité, le respect Le des pluralisme aussi, j'ai relu le traité. le pluralisme, etc. Tout à fait. Donc toute une série de valeurs extrêmement vagues et qui, disons, n'avaient jamais vraiment posé trop de soucis, mais qui de plus en plus maintenant sont instrumentalisées dans une perspective très clairement de gauche et dont on se sert comme un levier finalement pour ramener dans les rangs tous les États qui agiraient contre les intérêts, je dirais, de cette majorité d'opinion gauchiste libérale qui régit l'Union européenne. Et ça, c'est vraiment le cœur de la justification de ce qui se passe là actuellement dans le conflit entre Bruxelles et Varsovie, c'est que Bruxelles conteste toute une série de mesures de réforme judiciaire auxquelles on va revenir certainement un peu plus en détail plus tard, sous couvert de valeurs relativement vagues dont elle-même assure l'entièreté de l'interprétation et contre laquelle il n'y a aucun recours possible, finalement, institutionnel pour la Pologne. Et c'est un peu ça le mécanisme qui sous-tend finalement tout ce conflit actuel. Alors, on est en plein dans le sujet, là. Merci, en tout cas. Je le rappelle, ce soir, je suis avec Max Erwan Gastineau, essayiste, pour son livre « Le nouveau procès de l'Est » et David Engels, que vous connaissez maintenant, qui est venu plusieurs reprises dans l'émission. Max Erwan était déjà venu aussi. Vous êtes historien et professeur à l'Institut Zakodny et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier livre, Rénovacier Europa, aux éditions du Cerf, et vous-même aussi, Max Erwan, aux éditions du Cerf. Allez, on commence dans cette question. Un préambule, messieurs, très brillant de vous deux. Alors, quel est l'objet? Rentrons dans le détail. Quel est l'objet de ce bras de fer avec la Pologne et l'Union européenne, mais plus largement aussi la Hongrie? Parce que la Hongrie est là-dessus, sur ces questions-là. On est sur les violations de l'état de droit, notamment, Max Erwan? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle en fait l'état de droit. Vous avez aujourd'hui une instrumentalisation idéologique de l'état de droit. Mais d'abord, essayons brièvement de définir l'état de droit. L'état de droit, ça peut être défini comme étant, si vous voulez, une sorte de hiérarchie des normes au-dessus de laquelle trônent des droits fondamentaux que les juges sont chargés de protéger. En fait, derrière la notion de droits fondamentaux, vous pouvez mettre différentes choses. Et David Engels l'a rappelé, vous avez des valeurs fondamentales européennes, listées à l'article 2 du traité de l'Union européenne, comme le principe de non-discrimination. Et donc, si vous mettez en place des politiques jugées discriminatoires à l'encontre des minorités, l'Union européenne peut utiliser les valeurs listées à l'article 2 pour dire que vous violez les valeurs fondamentales de l'Union européenne et que donc, vous remettez en cause l'état de droit, puisque l'état de droit protège les valeurs fondamentales. Vous voyez un peu ce tour de passe-passe. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a de l'espoir alors pour le pass sanitaire, Max Erwan, à force. En France. Mais en fait, le pass sanitaire ne les gêne pas beaucoup. Vous aurez remarqué, ils sont
sur des sujets qui touchent aux minorités culturelles, Ouais. immigration et sexuelles, disons LGBT. Et c'est ce qui arrive à la Hongrie, brièvement. La Hongrie a mis en place une loi dite homophobe, c'est de la pure désinformation, il faut vraiment le dire très clairement. C'est une loi qui vise au fond à consacrer l'autorité parentale en matière d'éducation sexuelle et qui dit que, en gros, je résume, les associations LGBT n'ont pas leur place à l'école pour expliquer aux enfants de 8 ans qu'ils doivent changer de sexe. La Hongrie, en mettant en place cette loi, a été jugée en dehors du cadre des valeurs de l'Union européenne et donc du coup, la Commission de Bruxelles s'est activée. Rappelons que en septembre 2020, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, je dirais, tenu un grand discours rappelant que l'Union européenne allait mettre en place une stratégie visant la promotion des droits LGBT, c'est-à-dire, très concrètement, ça a été dit, la généralisation du mariage homosexuel. Et donc, c'est à travers cette stratégie et à travers les valeurs européennes listées à l'article 2 du traité de l'Union européenne que l'Union européenne dit aux Hongrois, vous sortez du cadre de l'état de droit et donc nous sommes légitimes à vous taper sur les doigts. David, là-dessus, cette question de ce bras de Même, fer. voilà, c'est la même situation actuellement en Pologne depuis 2015. Alors, ce qui est, disons, au centre du conflit actuel, c'est ce qu'on appelle la réforme juridique qu'a lancée la Pologne en 2015 et dont on oublie très souvent que c'est un cadeau empoisonné laissé par l'opposition, ou plutôt par le gouvernement préalable de Donald Tusk. Ça, on oublie très souvent, on n'en parle jamais aux médias. En fait, Donald Tusk et son gouvernement, lors de ces dernières semaines au pouvoir en 2015, a décidé ou s'est donné à soi-même le droit de nominer les successeurs de 5 juges constitutionnels qui devaient finir leur mandat après les élections à venir. Et donc, le gouvernement dit, ben voilà, ça se passe après les élections, mais nous, on se permet maintenant de décider, de nominer les successeurs. Ensuite, il y a eu l'élection et le gouvernement qui est venu au pouvoir après, c'est-à-dire le gouvernement. Oui, donc c'est pas le gouvernement Kaczynski, David. Voilà, le gouvernement actuel, maintenant, qui en 2015 est venu au pouvoir, a dit, ben non, ça c'est maintenant, c'est notre période de législation, c'est à nous, maintenant, nous, en tant que nouvelle majorité, de nominer ces différents juges qui finissent leur mandat durant notre période de législation. Et donc, ils ont procédé eux-mêmes à une nomination. Il y a eu un dédoublement de fonctions. La Cour constitutionnelle préalable, dont 14 sur 15 juges avaient été nominés préalablement par le gouvernement de Donald Tusk, a essayé de boycotter le gouvernement en décrétant que voilà, tout ça est illégitime, on fait appel à l'Union européenne, on trouvait le support des médias. Et ça a donné naissance à un chaos indescriptible de dédoublement de fonctions, de juges qui contestent l'autorité d'un autre juge, de cours qui ne savent plus se réunir, de quotas qui ne sont plus là, de personnes qui ne savent plus qu'est-ce qu'il faut publier, est-ce qu'il faut publier telle ou telle décision de telle et telle partie de cours de justice. Le gouvernement actuel a tenté de légiférer par toute une série de lois pour ramener un peu d'ordre là-dedans, pour éviter aussi la politisation extrême des juges qui très souvent ont ouvertement pris part contre le gouvernement et qui ont vraiment essayé de militer pour faire tomber le gouvernement. Il y a toute une série de mesures pour ramener un peu de stabilité. Et ce paquet de mesures, de réformes, est contesté depuis le début par l'opposition ici et évidemment par l'Union européenne. Alors je dis évidemment parce que cette Union européenne, dans sa majorité, est dominée par un esprit de gauche libérale, siège donc forcément avec Donald Tusk, ancien président d'ailleurs aussi du Conseil européen, essaye donc par tous les moyens de boycotter ces réformes-là, dans le but justement de maintenir en fonction en Pologne un système juridique qui puisse alors systématiquement boycotter et émettre des vétos sur les projets de loi du gouvernement, qui ne sont pas du tout bien en vue à Bruxelles, parce que, comme Max Hervan l'avait dit aussi pour la Hongrie, ont mis en place alors un programme politique conservateur, chrétien, notamment par le fait de souscrire, ou que quelques communautés ont souscrit à la carte pour la défense de la famille, se sont opposés aux quotas de réfugiés, ont essayé de limiter autant que possible l'avortement, etc., etc. Donc toute une série de mesures qui vont tout à fait à l'encontre de la direction
promulguées par Bruxelles et puis finalement par Berlin et Paris qui tirent les ficelles là à l'intérieur. Et donc là, on a maintenant le tout dernier volet de ce conflit-là où la Cour constitutionnelle polonaise a dit non, cette volonté de la Cour de justice de l'Union européenne de vouloir interférer avec la Constitution européenne, de vouloir changer et de défaire toute cette réforme juridique est ultra vires, c'est-à-dire elle va de loin au-delà des compétences attribuées à l'Union européenne. Et donc, on ne conteste pas en principe la nécessité d'avoir un système de droits et de normes européennes communes, mais le fait que, sous couvert de défense de l'égalité, de l'état de droit, etc., qu'on puisse vraiment intervenir jusque dans les plus petits détails, finalement, de l'arrangement et de l'autonomie interne d'un État tel que la Pologne. Donc, ouais, donc je vous comprends bien, David, c'est le dernier étage de la fusée. Je vais me tourner maintenant vers Max Hermann Gastineau. Max Hermann, est-ce que finalement, c'est une grande question qui occupe nos chers médias mainstream, ici en France, est-ce qu'on risque concrètement un Polexit dans les mois à venir, puisque David a l'air de dit que c'est le dernier étage de la fusée et que c'est l'affrontement de deux idéologies finalement. Et après, David répondra à cette question aussi. Et la question, j'en donne une autre immédiatement. Est-ce que s'il y a un courant politique qui est incarné en Pologne par un Polexit, comme c'est le cas ici avec Florian Philippot, les Patriotes, Max Hermann? Oui, alors, peut-être d'abord pour préciser, donc le parti au pouvoir, donc le PiS, le parti Droit et Justice, donc le parti conservateur polonais, est plutôt historiquement, et notamment son président Kaczynski, qui se réfère au général de Gaulle, est un parti plutôt souverainiste et qui siégeait d'ailleurs avec les députés britanniques brexiteurs, donc du parti conservateur au Parlement. Aujourd'hui, si vous écoutez les dirigeants polonais, ils ne vous disent pas que leur objectif est de sortir de l'Union européenne. Ils font un peu planer le doute, mais ils sont assez clairs lorsqu'ils disent que l'objectif est de limiter le champ d'action du juge européen, de lui dire que, en l'occurrence, comme le disait très bien David, le juge européen est illégitime à se prononcer sur une réforme judiciaire puisque cette compétence ne lui a pas été déléguée. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est que l'objectif des conservateurs polonais, et en cela, ils se rapprochent grandement des conservateurs hongrois, c'est que leur objectif est plutôt de rééquilibrer la construction européenne dans un sens plus intergouvernemental, plus national, et de mettre fin à ce constructivisme judiciaire qui fait que on cherche au fond à uniformiser les nations européennes à travers le droit. Et c'est là où je crois qu'il ne faut pas se tromper. Lorsqu'on parle de Polexit, c'est que l'on croit que la construction européenne implique nécessairement de se soumettre aux desiderata des juges. Non, pas forcément. Il y a une autre vision de l'Europe, et je crois que c'est aujourd'hui cette autre Europe que proposent la Hongrie et la Pologne. D'accord. Et donc, il y a David, même question que celle de Max Hermann. Et est-ce qu'il y a un parti chez vous là-bas qui peut incarner ce Polexit? Alors, le Polexit, on en parle beaucoup, mais ce n'est pas du tout une option politique pour qui que ce soit. Peut-être pour certains groupuscules plutôt de droite, souverainistes, mais il n'y en a pas vraiment ici, en Pologne, en tout cas pas d'une manière tout à fait, d'une manière pertinente, parce qu'il faut savoir qu'il y a 80-85% de la population polonaise qui est en faveur de l'Union européenne, ou en tout cas de rester membre de cette Union européenne. C'est évidemment basé aussi sur sur une autre vision de l'Union européenne. Il y a pour la plupart des Polonais, après des centaines d'années de partage entre la Prusse, entre la Russie, entre l'Autriche, Hongrie, et surtout maintenant après des décennies de faire partie de ce bloc de l'Est, on est extrêmement content de faire partie de l'Occident. À nouveau, la Pologne a toujours fait partie de l'Occident pendant tout le Moyen-Âge, au début des temps modernes. Ce n'est qu'à partir de la fin du XVIIIe siècle qu'elle a disparu de la carte européenne. Donc, on veut faire partie de cette Europe. Le Polexit n'est pas une option ni culturelle, ni même économique, parce que très souvent, on insiste sur le fait, oui, la Pologne ne sortira jamais de l'Union européenne parce qu'elle touche tous les subsides, etc. Mais ça aussi, c'est évidemment un calcul extrêmement faux, parce qu'il faut savoir que pour chaque euro qui est payé ici en subside, il y a au moins la moitié
entier qui retourne directement de nouveau dans les caisses d'investisseurs et de grandes entreprises de l'Europe. Oui, parce que ça revient souvent dans les commentaires. On me dit, la Voilà, Pologne et la Hongrie vivent beaucoup de subventions européennes. Voilà ce oui, qu'on dit dans les commentaires. ça c'est évidemment un calcul extrêmement faux, tout comme d'ailleurs dans le cas aussi de la Hongrie. En fait, depuis la chute du rideau de fer, il faut vraiment voir ces subsides comme un genre de compensation pour le fait d'avoir ouvert cette économie très faible au capital de l'Occident qui a immédiatement pris le dessus, si vous voulez, de l'économie polonaise et qui rend presque impossible à l'industrie polonaise de démarrer d'une manière tout à fait autonome. Donc, d'une certaine façon, ces subsides, c'est le contrepartie aussi des possibilités d'enrichissement assez extrêmes finalement du capital occidental. Donc, ce qu'il faut savoir, et c'est à ça que je veux en venir, ce Polexit, c'est un jeu de poker. Il y a personne qui veut vraiment le Polexit, ni l'Occident, ni la Pologne. Les deux savent qu'ils sont en symbiose actuellement et que le Polexit créera autant de problèmes économiques en Allemagne qu'actuellement en Pologne. C'est juste un levier, c'est une pression, mais c'est pour ça que vous trouvez ça partout dans les médias, c'est une pression qui est exercée de plus en plus grande sur la population polonaise pour lui faire peur, pour lui dire si vous n'obéissez pas, on va vous jeter en dehors de l'Union européenne et vous allez rester quelque part à croupir entre un bloc dominé par l'Allemagne à gauche et un bloc dominé par la Russie à droite, comme si souvent dans votre histoire. Donc on veut obliger la population à finalement faire tomber le gouvernement. C'est ça le but, et de faire revenir au pouvoir Donald Tusk, qui alors, lui, ici, réalisera tous les intérêts ou tous les objectifs politiques habituels de Bruxelles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un jeu de poker. Et malheureusement, je ne sais pas si tout le monde ici dans la population polonaise a compris qu'il ne s'agit pas d'une véritable menace, mais d'un jeu de poker où on pousse aussi loin que possible, mais où tout le monde sait qu'on va pas vouloir vraiment aller jusqu'à l'extrême. La Pologne n'est pas le Royaume-Uni. Là, on rentre, c'est vraiment passionnant cette analyse effectivement, et on va en parler. Et d'ailleurs, vous me tendez la perche, et je veux reprendre les mots. D'ailleurs, en tweet, Max Erwan, je lis vos comptes Twitter à tous les deux, bien entendu. Je vous suis tous les jours pour voir un peu quelle est la tendance là-bas. Vous parlez, Max Erwan, carrément d'une tentation impériale européenne. C'est extrêmement intéressant, et finalement, elle s'oppose, et vous l'avez dit tous les deux, on essaie de rebattre les cartes par rapport à la Pologne, par rapport à l'Union européenne, par rapport à la Hongrie. Finalement, de quoi elle est l'objet, cette tentation impériale européenne, et comment elle s'exerce? Elle s'exerce aujourd'hui avec les sanctions qui pèsent sur la Pologne et la Hongrie. Oui, alors déjà, cette idée impériale, elle est très explicitement reprise par un certain nombre d'acteurs. Bruno Le Maire, par exemple, a expliqué très clairement qu'il était favorable à une Europe impériale. Vous avez des propos un peu plus subtils, comme ceux, par exemple, de Frans Timmermans, qui est le vice-président de la Commission européenne, et qui dit, je le cite, face au retour des États-nations, et il a en tête la Hongrie et la Pologne, il faut promouvoir un patriotisme civil qui va au-delà des frontières nationales. Alors, patriotisme civil, ça doit nous ramener à un autre concept, celui de patriotisme constitutionnel, qui a été popularisé par Habermas à partir des années 80 et qui vise à dire au fond, le nationalisme, c'est pas bien, le nationalisme, c'est au fond exalter nos racines spirituelles et culturelles nationales, il faut changer la manière dont les gens se rapportent à leur propre pays, et à la place de cette exaltation spirituelle et culturelle, transformer le lien qui nous unit à notre pays en un lien purement juridique. Je suis fier d'être français parce qu'en France, mes droits individuels sont protégés par les juges. Un patriotisme constitutionnel qui donc, si vous voulez, court-circuite la manière dont les pays, notamment les conservateurs, peuvent chercher à défendre une identité nationale qui vient en effet d'une histoire, qui vise à défendre des mœurs et des traditions. Et puis vous avez, dernier exemple, d'un acteur qui utilise cette notion d'empire, José Manuel Barroso, lorsqu'il était président de la Commission européenne. En 2011, face à un parterre de journalistes qui lui demandaient qu'est-ce que l'Union européenne, il répondit « L'Union européenne n'est pas un État,
ce n'est pas non plus une organisation internationale comme l'ONU, c'est autre chose, c'est un empire non impérial. Un empire, c'est-à-dire donc une entité transnationale dominée par un centre, en l'occurrence Bruxelles, qui impose à ses périphéries, À ses vassaux, Max Erwan, à ses vassaux. Oui, à ses périphéries, à ses vassaux, un nouvel ordre non impérial, c'est-à-dire pas par la force, comme avant, hein, mais par le droit, hein, par des mécanismes indolores qui petit à petit vous ligotent et vous empêchent d'agir de façon souveraine. Donc l'idée impériale, elle est inscrite dans l'évolution même de l'Union européenne, à tel point qu'encore une fois, certains acteurs utilisent eux-mêmes cette notion. C'est extrêmement intéressant. Et il y a une deuxième partie, une deuxième facette finalement, qui est exprimée par vous, David. Et vous parlez carrément, vous avez dit notamment chez nos confrères d'RT France, vous parlez d'une déstabilisation politique de l'Union européenne sur la Pologne. C'est intéressant comme idée. D'un côté, l'impérialisme que vient d'évoquer Max Hermann-Gastineau, et vous parlez aussi de cette tentative de déstabilisation. Aujourd'hui, quand on voit que nos pays occidentaux, la France notamment, ne cessent de parler d'ingérence russe dès qu'il y a une manifestation où 100 mecs dehors avec des drapeaux, c'est une ingérence russe, ou des Twitter russes, ou des bots russes. Là, pour le coup, est intéressante cette idée, David. Oui, absolument, tout à fait. C'est ce qui se passe d'ailleurs depuis 2015. Depuis 2015, on voit que surtout l'Allemagne, et puis en tant que genre de marionnette, si on veut, de l'Allemagne, l'Union européenne, qui essaye par tous les moyens de déstabiliser ici ce gouvernement polonais, qui est, avec la Hongrie, évidemment, l'un des seuls bastions, si on veut, d'une certaine identité conservatrice, et qui est aussi un genre de lueur d'espoir, si on veut, pour beaucoup de conservateurs d'Europe occidentale qui voient, voilà, ça existe encore des pays qui ne sombrent pas dans la dictature et qui, pourtant, cultivent un certain patriotisme, une certaine fierté culturelle, fierté nationale, et donc c'est évidemment un exemple à bannir, à proscrire par tous les moyens. Alors, évidemment, en ce qui concerne cette notion d'empire, bon, vous permettrez évidemment à l'historien romain que je suis d'avoir pas une vision, disons, entièrement négative de l'idée impériale. Personnellement, je trouve que dans notre monde actuel, qui est de plus en plus constitué par des États-civilisations comme l'Inde, comme la Chine, comme la Russie, d'une certaine façon, comme l'Amérique du Nord, il est sûr qu'il nous faut une coopération intense entre pays européens. Nous ne pouvons plus maintenant nous permettre de laisser nous morceler en 40 pays différents qui vont se faire la concurrence mutuellement, qui vont se faire racheter les uns par l'Arabie Saoudite, les autres par la Chine, encore quelqu'un d'autre par les États-Unis. Donc il faut coopérer. Le problème, c'est justement que cet empire constitué par l'Union européenne n'est pas un empire européen patriotique. C'est un empire du vide. Finalement, c'est un empire du néant parce que les valeurs défendues par cette Union européenne sont des valeurs d'un individualisme tellement extrême qui mène finalement au collectivisme et qui est radicalement opposé finalement à tout ce qui constitue le véritable esprit européen. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi vivre ici en Pologne et d'aller en Hongrie et parler avec mes confrères hongrois parce que je trouve que surtout les pays de l'Alliance Visegrad montrent très bien que c'est possible d'être à la fois un patriote polonais. Est-ce que vous pouvez rappeler ce que l'Alliance Visegrad pour nos téléspectateurs? Oui, tout à fait. Bon, l'Alliance Visegrad, c'est-à-dire l'alliance des quatre États, Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, qui se sont alliés en un genre de groupement d'intérêts pour coordonner leur rentrée dans l'Union européenne et défendre des intérêts, disons, économiques relativement semblables au début, qui de plus en plus est devenu aussi un groupement politique qui tente un peu de s'opposer à cet axe Paris-Berlin, tellement dominant en Europe depuis le Brexit. Et donc, ce que je disais, ce que j'aime vraiment tellement bien en Pologne ou en Hongrie, c'est qu'on y voit que c'est tout à fait possible d'être un patriote national, d'être fier de son histoire polonaise, et en même temps, néanmoins aussi, d'être un patriote européen, de vouloir défendre l'identité européenne, de vouloir défendre, j'ose le dire, l'Europe chrétienne, comme Viktor Orban le souligne tellement souvent, et comme aussi les chefs d'État ici en Pologne insistent. Donc, d'allier
patriotisme national et patriotisme européen, mais un vrai patriotisme européen, pas ce patriotisme habermasien, constitutionnel, qui est tout à fait, même pas neutre, mais plutôt autodestructeur, mais un patriotisme basé sur le fait d'être fier de partager avec ses voisins 1000 ans d'histoire européenne avec toute sa grandiosité et qui justement ne commence ni en 45, ni en 1789, mais qui commence il y a des siècles, voire des millénaires, et qui a connu des créations grandioses dont nous avons raison d'être fiers. Alors là, vous touchez. Oui, Max, allez-y, Max. Ouais, non, je voudrais juste compléter ce que disait David sur cet empire du vide qu'est l'Union européenne actuelle. Il y avait eu un exemple, je trouve, très intéressant. Vous aurez remarqué, la commission van der Leyen, qui aujourd'hui donc dirige la commission de Bruxelles, a créé un commissariat pour défendre le mode de vie européen. Et lorsque ce commissariat a été créé, la gauche, l'extrême gauche, incluant les Verts jusqu'aux libéraux, ont réagi vivement en disant « Vous cédez à l'extrême droite, vous allez opposer l'identité chrétienne à l'accueil des migrants, ça va contre nos valeurs d'ouverture et de tolérance. » Et la Commission européenne a dit « Pas du tout. Le but n'est pas de défendre l'identité européenne, le but est de combattre nos ennemis extérieurs et intérieurs. » Comme s'il y avait une sorte de parallèle entre, je sais pas moi, les islamistes qui peut-être peuvent s'immiscer dans certaines vagues migratoires et les populistes au sein même de l'Union européenne. Et donc, pour défendre ce mode de vie européen, disait la Commission européenne, il faut se référer aux valeurs européennes dont on a déjà parlé. Donc c'est liberté, c'est égalité, c'est la dignité humaine, la non-discrimination, les droits de l'homme. Donc des valeurs très importantes, mais qui ne définissent pas un mode de vie justement européen. Et là, je trouvais qu'on était typiquement dans le cas d'une Europe qui ne connaît que des valeurs abstraites et qui ignore sa propre histoire. Mais est-ce que c'est pas finalement l'idée même de ne pas arriver à comprendre, est-ce qu'il y a un peuple européen ou des peuples européens ou un peuple européen uni? Voilà, on peut parler des Polonais, des Hongrois, des Français, des Belges, ou alors une civilisation européenne. Est-ce qu'il est pas là le schisme aussi, messieurs? Est-ce qu'il n'y a pas ce schisme-là entre une civilisation multimillénaire, et puis aussi un peuple européen qui serait constitué comme ça ex nihilo un matin en se levant dans toutes les capitales pour dire nous sommes européens, fiers et patriotes d'être européens, comme le veut Emmanuel Macron avec sa souveraineté européenne, mais qui est un peu différente, David. Oui, j'insiste très souvent là-dessus, c'est-à-dire que les valeurs, certes importantes, comme diversité, démocratie, tolérance, etc., d'abord peuvent être interprétées tout à fait comme on le veut. On peut faire du respect de la dignité, on peut faire la légitimation de l'avortement de masse, du respect de la tolérance, on peut faire la déchristianisation de l'Europe, de la défense de la diversité, on peut faire la description de la destruction finalement de l'identité culturelle de l'Europe. Donc, de l'état de droit, on peut faire découler si on veut, la dictature des juges. Donc, je veux dire, toutes ces valeurs, oui, on sait ce qu'elles devraient dire, mais on peut les transformer en leur contraire exact. Et c'est un peu ça qui est en train de se passer. C'est pour ça que ces valeurs-là, même si elles sont respectées, au fond, ne définissent pas entièrement notre identité européenne. Quand vous regardez au Japon, quand vous regardez en Corée du Sud, quand vous regardez le Taïwan, là, vous avez exactement les mêmes valeurs européennes qui sont en œuvre. Or, personne ne dirait que le Japon fait partie de la civilisation européenne. Donc, oui, ces valeurs-là... David et Max Servan nous répondra après. Est-ce que c'est pas une façon, finalement, presque poétiquement tragique, de dissoudre les nations? Dissoudre finalement ce qui fait une nation, un peuple, une histoire, un patrimoine, une langue. Est-ce que c'est pas ça aussi, cette vision détournée ou cette espèce de superfuge pour détruire les nations et en faire un État fédéral? Disons, c'est ça le but. Le but, c'est de détruire autant que possible les communautés de solidarité traditionnelles, comme la famille, comme la religion, comme la région, comme l'État, comme un groupe linguistique, etc., pour pouvoir justement régner d'une manière beaucoup plus facile. Le problème là-dedans, c'est que justement, l'Union européenne, elle réclame la création d'une identité européenne sur des valeurs qui, en tant que telles, ne sont pas strictement européennes et qui permettent justement pas aux Européens de développer un sens de solidarité exclusif qui fait en sorte que, voilà, un Allemand se sentira plus solidaire avec un Grec qu'avec un Pakistanais,
par exemple. Et ça, c'est vraiment le gros problème de l'Union européenne. C'est peut-être ce qu'elle veut aussi, au fond, mais qui constitue aussi son talent d'Achille, parce que cela ne va pas contribuer à de plus en plus de solidarité entre Européens, mais exactement au contraire, c'est-à-dire que les Européens se comprennent de moins en moins, et je suis d'ailleurs sûr qu'il y a moins de solidarité européenne et moins de conscience d'appartenir à une civilisation commune qu'au XVIIIe siècle, quand on savait encore très bien en Espagne qu'on faisait partie de la même civilisation qu'un Polonais. Et c'est ça, justement, je crois que nous, en tant que conservateurs, si je peux parler pour nous trois, devrions essayer de reconstituer, c'est-à-dire de montrer, voilà, l'Union européenne ne représente pas l'idée européenne en tant que telle. Elle est à la limite l'ennemi de la vraie idée européenne, et que si nous voulons protéger notre civilisation et la défendre, il faut œuvrer non pas pour le retour à l'État-nation, mais plutôt à remplacer cette Union européenne pervertie par quelque chose d'autre qui serait alors là véritablement basé sur notre identité culturelle, historique, européenne proprement dite. Vaste programme, David, vaste programme. Marc Serwan, vous partagez cette idée, ce constat, cette prospective? Moi, je ne comprends pas cette manière d'opposer le sentiment national à la possibilité de construire une coopération qui pourrait aller très loin sur certains sujets. Vous savez, De Gaulle disait Goethe, Victor Hugo, Cervantes ont été des grands Européens parce qu'ils étaient avant tout de grands écrivains nationaux. Victor Hugo incarnant la France, Goethe l'Allemagne, Cervantes l'Espagne. Et je crois que nous aurions tout intérêt, au contraire, à cultiver les sentiments nationaux et peut-être même à apprendre dès l'école quelles sont les grandes figures de l'histoire espagnole, quelles sont les grandes figures de l'histoire européenne. Il faut donner de la chair à ce que l'on transmet aux Européens. Ce n'est pas en partant de valeurs qui vont être ensuite en plus médiatisées différemment en fonction des cultures nationales que nous allons construire une communauté. La communauté nous préexiste. Nous naissons en tant que Français européens. Il y a une civilisation européenne et il y a diverses modalités d'expression de cette civilisation. La France est une modalité, la Pologne en est une autre. Et peut-être que si j'ai un petit différent avec David, mais je le laisserai compléter, c'est que moi je pense que les États-nations sont incontournables, mais qu'il faut encore une fois imaginer une coopération qui peut aller très loin sur certains sujets. Par exemple, la France, la notion même de laïcité, la notion d'indivisibilité et d'unité de la République, tout ça, ce sont des concepts très français et que l'on ne peut pas retrouver en d'autres pays. Donc il faut aussi, je crois, accepter la diversité des histoires nationales et ne pas les opposer à une construction européenne qui peut largement se passer d'une commission qui chercherait, encore une fois, à uniformiser nos pays. Oui, et David, mais finalement, Max Serwan, vous parlez de l'Europe des nations, là. Et moi, je parle de l'Europe des nations, mais l'Europe des nations, c'est ce qui a permis de se mettre d'accord sur des grands projets industriels dont nous avons bénéficié. C'est une Europe qui, par exemple, se protège vis-à-vis de l'extérieur avec un tarif extérieur commun. C'est une Europe qui, au fond, a conscience d'elle-même parce qu'elle est dirigée par des dirigeants qui ont conscience de leur propre, de ce qu'est leur peuple et de ce qu'est leur histoire, et qui donc parvient à trouver des leviers où coopérer et avancer. Lorsque vous avez des dirigeants qui n'ont absolument pas d'ancrage nationaux, ils pensent qu'ils sont des citoyens du monde et ils ignorent donc le monde dans lequel on vit. Et le monde dans lequel on vit, et David Engels l'a rappelé, c'est un monde fait d'États-nations ou d'États-civilisations sûrs de leur identité et donc de leurs intérêts. Je crois qu'il y a vraiment un lien entre la cohésion intérieure d'une société et sa capacité à se projeter sur la scène internationale. Et d'ailleurs, Samuel Huntington ne dit rien d'autre dans son livre très connu sur le clash des civilisations. Et il appelait justement l'Europe et les États-Unis à préserver leur cohésion intérieure vis-à-vis d'une immigration qui risquait d'archipéliser nos nations, ce qui est en train d'arriver en Europe occidentale, n'est-ce pas ? Alors, une petite remarque, effectivement, et après je donne la parole à David Engels, bien entendu, mais effectivement, vous l'avez dit, il y a des élites politiques, je crois, élites économiques, qui sont surtout les grands bénéficiaires de la mondialisation qui leur permet de vivre dedans sereinement et pour qui, elles, finalement, la mondialisation est heureuse, comme se disait ce cher Alain Minck. C'est moins le cas pour des millions de Français. David, là-dessus, sur cette réflexion de Max Erwan Gastineau. Absolument d'accord. On voit les choses très, très, très similairement. Et il y a un mot important qui est tombé aussi, citoyen du monde. Et au fond, l'Union européenne, elle ne construit pas une Union européenne. Elle construit un genre d'union mondiale qui, par hasard, actuellement se situe sur le continent européen, mais qui,
en théorie, il pourrait aussi se situer dans n'importe quel autre ensemble finalement de cette terre. Il lui manque tout à fait cet ancrage dans notre identité européenne et évidemment aussi dans les identités nationales. Et donc c'est justement ce niveau-là, néanmoins, qu'il essaye d'accaparer par sa propagande, qui est si dangereux pour beaucoup de citoyens qui se disent ah ben voilà, si l'idée européenne, si l'intégration européenne, si l'identité européenne, c'est justement ce truc-là qu'ils font à Bruxelles, eh bien c'est échoué. Alors il faut revenir, il faut dissoudre tout et rester chez soi. Et c'est pour ça que moi j'aime bien justement le concept des États Visegrad, qui essaye justement de développer sur base de ces 4 États-là, mais j'espère qu'un jour ou l'autre, il y en aura plus que ces 4-là, de développer un genre d'embryon d'une Union européenne alternative, justement basée plus sur le respect des autonomies et des identités nationales, et néanmoins fiers de leur longue coopération historique. Et c'est très clairement visible que ici, bon, il y a aussi des différences entre les États Visegrad, mais on sait très bien qu'on partage la même histoire, qu'à travers tout le Moyen-Âge, il y a eu des unions personnelles un peu de chaque État avec chaque État, qu'on partage la mobilité des grands penseurs, qu'on a une vision assez semblable, finalement aussi de beaucoup d'éléments culturels. Donc c'est pour ça que moi, j'espère vraiment que cet axe, si on veut, Varsovie, Budapest, puisse un jour s'étendre encore jusqu'aux Balkans, peut-être jusque dans les pays baltiques, qui sait, jusqu'en Autriche, et former un genre d'alternative qui puisse montrer que voilà, cette Europe Macron-Merkel, basée sur cette alliance de Paris et de Berlin qui fait jouer les marionnettes à Bruxelles, c'est pas ça la vraie Europe, qu'il y a une alternative et qui peut convaincre donc aussi les citoyens en Europe occidentale de se rallier plutôt à cette autre vision d'une Europe, je dirais, culturellement identitaire. Oui, dans le coup franco-allemand, il y a bien que la France qui pense se peser quelque chose entre nous. Concrètement, on va pas rentrer dans le Oui, débat ça, de là, toute mais façon. j'appelle ça un couple sado-maso, moi. On sait à qui est sado, qui est le maso, mais bon, il y a bien que la diplomatie française et Emmanuel Macron et nos élites politiques qui pensent qu'il y a un couple franco-allemand, mais ce couple n'existe pas, mais on leur dit, mais ils ne veulent pas l'entendre. Vous me donnez je voulais qu'on en parle en fin d'émission, mais on va en parler maintenant. Vous parlez de Visegrad, David, et je vais vous poser la question à Max Abraham et vous-même. Imaginons, faisons un peu de politique fiction, si on a Zemmour qui arrive au pouvoir en avril 2022, qui a donné récemment raison aux Polonais, qui a une vision, lui, pas frexiteur, en disant qu'effectivement, il ne fallait pas rentrer à l'Union européenne, mais aujourd'hui en sortir, ce serait très compliqué, mais qu'on pouvait dire, finalement, à l'Union européenne, va te faire voir sur un bon nombre de sujets. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'Éric Zemmour, peut-être, vienne faire la passerelle en Europe occidentale sur ce groupe de Visegrad, Marc Sewan? Vous le pensez ou pas, vous, sur cette question d'Union européenne? Puisque Emmanuel Macron, on a la réponse déjà. Non, mais je pense que Zemmour est sur le même logiciel que notamment Viktor Orban concernant l'Union européenne. Vous l'avez déjà un petit peu rappelé. Il ne s'agit pas de sortir de l'Union européenne. Il s'agit de la changer de l'intérieur. Viktor Orban, juste avant les dernières élections européennes, disait qu'il faut remplacer l'élite 68arde qui dirige Bruxelles pour mettre à la place une élite 90arde. En voyant à l'année 1990, année où la Hongrie est devenue une démocratie en renversant le communisme. Et comment définissait-il cette élite alternative? Il disait qu'elle devait être anticommuniste, nationale et chrétiennement engagée. Voilà. Donc ça, c'est les 3 caractéristiques qui, pour Viktor Orban, seraient l'alternative. Et je pense que Éric Zemmour serait également sur une vision consistant à dire qu'il faut une Union européenne qui s'occupe d'un nombre de sujets limités, mais quand même importants. Et sur le reste, nous laissons les États s'occuper de leur propre pays et notamment aussi des frontières européennes. La Hongrie réclame à corps et à cri qu'on lui donne les coups des franches pour s'occuper de la frontière européenne et qu'on cesse de la condamner chaque fois qu'elle ne fait au fond qu'appliquer les traités, c'est-à-dire qu'elle a une frontière extérieure avec ce qui n'est pas dans l'Union européenne et donc il est dévolu de protéger l'espace Schengen. Elle est en charge de protéger l'espace Schengen, mais vous aurez bien compris, même quand Frontex cherche à faire son travail en mer Égée, par exemple, dernièrement en Grèce, des ONG, la Commission de Bruxelles lui tape dessus en lui disant « Vous mettez en cause les valeurs fondamentales qui donnent des droits aux migrants, y compris ceux qui arrivent de façon illégale. » Donc oui, enfin, je pense que non seulement Zemmour copierait les nations d'Europe centrale sur un certain nombre de sujets, on a parlé des juges, il y aurait clairement un bouclier constitutionnel français qui serait mis en place pour empêcher la jurisprudence immigrationniste de l'Union européenne de venir empêcher la France d'avoir une politique beaucoup plus musclée sur le sujet.
Et puis ensuite, au niveau de Bruxelles, le coup franco-allemand serait définitivement terminé et la France se tournerait vers d'autres nations, s'ouvrirait enfin à d'autres pays. Et juste pour terminer, j'ai été très agréablement surpris de voir Bruno Le Maire et Madame Pannier-Runacher, qui s'occupe de l'industrie dans le gouvernement, Castex, qui ont co-signé une tribune avec la Slovénie, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, tous les pays de l'Est pour dire vive le nucléaire. Nous découvrons enfin qu'en effet, pour défendre nos intérêts, il y a peut-être d'autres pays en Europe que l'Allemagne et je m'en réjouis. Mais effectivement, c'est une notion importante. D'ailleurs, l'Allemagne ne demande pas la permission à personne quand il s'agit de décider pour elle-même. Mais ça, on le savait déjà. David, vous, sur Éric Zemmour, j'imagine que vous suivez ça depuis Varsovie. Vous connaissez un peu le personnage. Sur l'Union européenne, bon, on dit qu'il n'est pas clair, mais finalement, il est assez clair, Éric Zemmour, sur l'Union européenne. Il pourrait, selon vous, effectivement, créer une brèche. J'ai envie de dire créer une brèche, parce que l'Allemagne se retrouverait avec les Pays-Bas, mais ça serait pas plus, hein, finalement. Oui, tout à fait. Je suis ces évolutions-là avec très grand intérêt. Mais je suis que moyennement optimiste actuellement. Oui. Moi, il me reste toujours en tête l'exemple de Donald Trump aux États-Unis, où pendant ces 4 ans, on avait aussi des très grands espoirs en cette présidence, et on a quand même vu que même avec une majorité parlementaire, même avec un président conservateur, que tout ce qui est médias, université, deep state, etc., ont quand même réussi d'une manière assez impressionnante finalement de rendre plus ou moins nul et néant, ou en tout cas plus ou moins de stopper, de boycotter cette présidence. Donc c'est un peu la peur que j'aurais aussi avec disons, un changement de présidence de ce style-là en France. Je ne crois pas que les choses peuvent aller tellement vite. Mais c'est sûr que ce serait un pas dans la bonne direction. Il ne faut pas oublier qu'il y aura certainement bientôt aussi des élections en Italie, où là aussi les Fratelli, Italien, la ouais. Lega aussi pourrait aussi changer éventuellement la situation. Donc on a toute une série d'opportunités à l'horizon qui pourraient faire chavirer ou basculer, disons, cette opinion publique dans l'Union européenne. Mais ce qu'il faut savoir, et là vous l'avez déjà dit, il y a l'Allemagne. Il y a le problème de l'Allemagne qui est dans son immense majorité idéologiquement située dans la bien-pensance, si on veut dire, qui est totalement ancrée dans cette figure de pensée, qui en a fait sa rédemption par rapport à son histoire traumatique, etc., et qui croit devoir maintenir ces idéaux-là, qui très souvent c'est évidemment allié avec une poursuite d'intérêts nationaux très bien corsés, comme voilà, sur la sortie du nucléaire ou ce genre de choses. Le problème étant que l'Allemagne, elle est en train de procéder à des mesures de plus en plus, je dirais, suicidaires, comme la fameuse Energiewende, hein, la sortie nucléaire, la sortie du charbon, avec le fait que voilà, on a un pays plein centre de l'Europe qui est le moteur industriel de l'Europe et qui n'a plus aucune autonomie finalement en approvisionnement énergétique et qui met en péril finalement ses voisins, qui poursuit une politique migratoire absolument extrême aux dépens aussi de ses voisins, qui politiquement poursuit une vision de l'Union européenne et d'une suprématie européenne qui est extrêmement nocive, également pour ses voisins. Et je ne vois pas cette situation changer rapidement juste à cause de l'une ou de l'autre élection en France ou en Italie. On aura là une mentalité de dernier bastion de la bien-pensance où on essaiera coûte que coûte de forcer finalement les voisins pour leur bien à mettre en place ce programme habermasien allemand. Et donc je ne crois pas que tout ça puisse aller d'une manière, disons, fluide, organique, qu'on aurait une transition vers une Europe plus saine, plus culturellement stable, plus patriotique, conservatrice. Mais là, je vois plutôt le grand danger de gros soucis économiques à l'horizon qui risquent de nous jeter vraiment dans une phase de discorde européenne, de déséquilibre économique, d'affrontement indirect, en tout cas, entre les différents intérêts nationaux, avec peut-être alors à l'horizon, dans une dizaine d'années, une Europe alternative. Mais actuellement, je vois tous ces agents, tous ces facteurs plutôt comme des agents de déséquilibre massif qui se profilent à l'horizon. Et l'Allemagne en est l'une des causes principales et se trouve en plein milieu de ce problème.
Alors, il nous reste 10 minutes, messieurs. Merci à tous. Merci Max Howard Gastino. Merci David Engels d'être là. On a encore 10 minutes pour parler de tous ces sujets. Je voudrais qu'on parle, on en a un peu parlé tout à l'heure dans l'émission, mais finalement, au point où on se retrouve, enfin, surtout où Budapest et Varsovie se retrouvent face à Bruxelles, Berlin et Paris. Et Clément Beaune, n'oublions pas Clément Beaune, le rempart européiste qui fait rempart de son corps pour continuer à faire vivre l'esprit progressiste qui anime la commission bruxelloise. Finalement, est-ce que la Hongrie, plus sérieusement la Hongrie et la Pologne, elles pourraient abdiquer finalement face au chantage et à la subvention, Max Erwan, ou pas? Alors, la Pologne bénéficie énormément des fonds européens, la Hongrie également. Ce qu'on peut lire récemment, c'est notamment ce qui se passe entre la Hongrie et Budapest suite, vous savez, à cette loi controversée dite homophobe. Bruxelles menace de suspendre le plan de relance hongrois. La Hongrie a répondu en expliquant qu'elle pouvait s'asseoir sur les fonds européens du plan de relance et continue de vouloir organiser en début d'année prochaine un référendum pour demander au peuple hongrois de trancher la question. Et je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout de la logique pour montrer qu'au fond, il y a une Europe qui est en phase avec les peuples et une Europe déconnectée qui cherche à imposer un logiciel que les gens ne veulent pas. Moi, j'ai hâte de voir ce que va donner le résultat de ce référendum, parce que je pense qu'ils iront au bout de la logique. Ce que j'entends aussi par ailleurs, et là c'est plutôt le Viktor Orban d'avant cette affaire, c'est qu'il dit, nous savons, nous les petites nations d'Europe centrale, que le temps nous est en quelque sorte compté. On ne pourra pas tenir très longtemps, et il compte sur un basculement d'un certain nombre de grandes nations occidentales. Et pour revenir peut-être un petit peu sur le sujet précédent, moi je pense que l'Europe actuelle ne tient que parce que la France et l'Allemagne sont au fond unies. L'Allemagne a intérêt au statu quo, pas la France, mais elle ne le sait pas. Elle pense que son intérêt c'est toujours plus d'Europe, donc elle colle à l'Allemagne. Mais le jour où la France sera dirigée par des gens qui ont bien compris que ce couple n'existait pas, je crois que nous assisterons à un revirement qui permettra sans doute au conservatisme centre-européen de trouver un nouveau souffle. Donc finalement, la Pologne, vous le dites, leur temps est compté, mais il y a quand même, on parle beaucoup de Viktor Orban, mais on parle peu, et c'est un peu normal aussi, puisque nous sommes des observateurs politiques, vous et moi, de Judith Varga, qui est la ministre de la Justice, qui est absolument très inflexible, Judith Varga, sur ces questions-là. D'ailleurs, c'est un des seuls médias où elle s'exprime dans l'Europe occidentale sur Putsch Média. Allez comprendre pourquoi. En tout cas, on continue finalement. Je voudrais qu'on parle, il nous reste 10 minutes. Je voudrais qu'on parle aussi de ce qui a fait mon histoire d'amour avec la Hongrie et la Pologne. Mais la Pologne, c'est familial, mais la Hongrie, c'est la presse. Finalement, c'est le traitement médiatique occidental sur la Pologne et la Hongrie. Nous parlions tout à l'heure de ces fameuses manifestations à l'appel de Donald Tusk en Pologne pour que la Pologne reste européenne. Quel est votre regard? Parce que vous aviez, dans une récente interview chez moi, David, vous aviez dit notamment que les groupes industriels allemands avaient pris possession de certains médias polonais. C'est une information extrêmement intéressante que vous avez donnée là. Et quel est aujourd'hui, finalement, de côté de Varsovie, quel est le traitement médiatique des médias polonais? On parlera de ceux de français, bien entendu, après, sur cette question de l'affrontement idéologique et économique entre Varsovie, Bruxelles et Berlin. Il faut savoir qu'en tout cas, la large majorité des journaux et des médias privés en Pologne sont dans les mains de holdings, d'associations étrangères. C'est un cas tout à fait unique, presque, en Europe. C'est-à-dire les Polonais ne possèdent pas leurs propres médias. Alors, il y a une tentative actuelle de rapatrier toute une série de groupes, de les racheter aux actionnaires étrangers pour les rapatrier vers des compagnies polonaises, pour répoloniser les médias polonais, parce que c'est évidemment très clair qu'il y a un lien très 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 étroit entre ces médias privés dans des mains étrangères et alors la propagande étrangère essentiellement allemande. Alors la presse allemande actuellement, elle est biaisée à du 95% en défaveur forcément de la Pologne. Ce qu'on peut y lire dépasse parfois même l'entendement. Là récemment, on entendait encore des journalistes appeler à ce que l'Allemagne, la nation la plus puissante de l'Europe,
enfin perdre sa patience et se lance à l'attaque, pour ainsi dire, de la Pologne, ou d'autres qui ont dit que la Pologne menace l'existence de l'Union européenne et que désormais il est temps de contre-attaquer et de couper chaque euro-centime possible pour mettre Varsovie à genoux. Donc un vocabulaire qu'on a à la limite presque plus connu depuis 39, et je pèse mes mots, qui est là dans les médias allemands, qui se monte de plus en plus et qui malheureusement est repris aussi par les médias polonais, parce qu'il faut savoir qu'il y a un effet de symbiose, si on veut, entre ces deux, c'est-à-dire, voilà, ce qu'écrivent les médias allemands, les médias oppositionnels privés polonais le reprennent en disant même les Allemands trouvent que nous vivons dans une dictature, ils écrivent ça, et les Allemands reprennent ensuite en disant, ben voilà, les médias polonais disent que, voilà, nous sommes pas mieux qu'une dictature. Alors, heureusement, il y a les médias de l'État, qui, d'une manière tout à fait constitutionnelle, sont maintenant ou comptent maintenant une présence de voix conservatrice, ce qui n'a pas été le cas avant, ce qui est le cas maintenant sous le gouvernement actuel. Donc, on peut avoir des voix d'information conservatrices, mais il reste un certain biais entre les médias officiels conservateurs et les médias privés, généralement plutôt gauchistes, libérales. C'est pour ça qu'il y a justement aussi ce procès d'attention qui est fait à l'attention justement de la Pologne, en disant que le système médiatique n'est pas libre, parce que c'est déjà de trop que au moins les médias publics puissent parler d'une manière favorable du gouvernement et de la majorité conservatrice. Donc c'est un peu ça le problème actuellement, et malheureusement, faut-il aussi dire, contrairement à la Hongrie et à Orban, la Pologne n'a pas encore compris fondamentalement qu'il fallait agir aussi médiatiquement vers l'extérieur, qu'il fallait essayer de présenter et de défendre ses propres intérêts nationaux vis-à-vis d'un public allemand ou français, ce que fait très bien Viktor Orban, ce que la Pologne fait, voilà, et ce que la Pologne fait moins bien. Voilà, on parle toujours d'Orban, de la Hongrie, on connaît assez bien la situation, il y a beaucoup de sympathie en France ou en Allemagne, même pour la Hongrie. On connaît beaucoup moins la Pologne parce qu'elle reste pour elle est toujours basée sur cette idée malheureusement fausse que si on laisse en paix ses voisins, que les voisins vont nous laisser en paix et qu'on règle nos affaires entre nous. Et malheureusement, ce n'est plus le cas. Il faut aller essayer d'influencer l'opinion française, l'opinion allemande, pour leur présenter tout simplement la réalité sur le terrain. Et là, il y a encore pas mal de chemin à faire ici en Pologne, je dois l'avouer. Max Erwan, une réaction à ce que dit David sur la presse polonaise ou hongroise, ou alors parlons aussi du traitement médiatique de la presse française ici chez nous, Max Erwan. Oui, alors déjà, je pense que aussi l'une des vraies différences entre la Hongrie et la Pologne, c'est tout simplement Viktor Orban, c'est-à-dire que vous avez quand même une figure assez charismatique qui, quoi qu'on en pense, théorise sa vision du monde, sa vision de la société, et donc peut-être aussi lu simplement sous l'angle de l'intérêt pour la philosophie politique et les idées. Les discours de Viktor Orban, et même d'ailleurs de beaucoup de membres de son gouvernement, sont très structurés, et ce qui donne donc un véritable intérêt, notamment lorsque l'on se situe dans la perspective d'essayer de construire un courant conservateur qui pourrait permettre à l'Europe de se relever en quelque sorte spirituellement et puis politiquement. Sur le traitement médiatique de la presse française, je vais être assez rapide. J'ai eu l'occasion évidemment de faire différents médias en France à chaque fois qu'une affaire concernait la Hongrie, un peu moins la Pologne. Il y en a assez souvent. Vous êtes directement évidemment sur un terrain miné puisque l'information est filtrée dans un sens quasiment unanime. Et donc, c'est là où on se dit, certes, la situation de la presse, et encore faudra en discuter, n'est peut-être pas optimale en Hongrie. Il y a quand même une presse d'opposition très importante, mais la télévision publique, par exemple, est proche du gouvernement, c'est une notoriété publique. Mais on a envie de dire, avant de donner des leçons aux autres pays, avant de témoigner de cette arrogance typiquement française, balayons devant notre porte. Et je crois qu'il y a, en matière de pluralisme, ça s'est largement amélioré en France, mais sur le service public, il y a beaucoup d'efforts encore à faire.
Bah oui, il y a beaucoup de problèmes sur le service public, puisqu'apparemment des gens sont sur liste noire depuis un certain temps et ils ne sont pas invités dans nos chers médias. Mais monsieur, il nous reste encore 2-3 minutes là. C'est extrêmement intéressant finalement, parce que j'ai l'impression, en vous entendant parler tous les deux, que sur cette histoire du traitement médiatique de la Pologne et de la Hongrie, nonobstant les communications étatiques qui sont faites des deux pays, que c'est la France renversée. La Pologne et la Hongrie, c'est la France à tête renversée, c'est-à-dire que on a un pluralisme, ou non pas un pluralisme, justement. Ici, la presse est très progressiste, pro-européiste. On l'a vu pendant les 2 référendums, Maastricht et le traité de 2005. D'ailleurs, on a vu ce que ça a donné. On va pas en reparler ici. Et finalement, il y a beaucoup de critiques qui sont faites ici en France quand on parle, vous l'avez dit, Max Erwan, quand on passe sur un plateau français. Finalement, la Hongrie a mis au pas toute la presse hongroise et c'est un pays renfermé sur lui-même qui met des grillages et tout. C'est assez terrible finalement cette vision binaire de la Hongrie, de la Pologne. David, vous voyez comment depuis Varsovie le traitement médiatique de la presse française? Oui, il est tout à fait, absolument comme vous venez de le décrire. Je connais plus, à la limite, le traitement allemand, en tout cas de la presse et de la situation polonaise, et ça va absolument dans ce sens-là. C'est vraiment une caricature de la réalité. Et moi, personnellement, j'insiste très souvent un véritable pluralisme médiatique, je le connais en Pologne, je le connais en Hongrie, je ne le connais pas en Allemagne. En Allemagne, toute la presse publique, de toute manière, une grande partie de la presse privée sont radicalement situées à gauche libérale si on veut, mais en tout cas à gauche de l'échiquier. C'est très connu que même à la TV publique, il y avait récemment une étude d'ailleurs pour la ARD, c'est-à-dire la première chaîne publique allemande, où il y avait 90% des volontaires qui y travaillaient, qui disaient voter soit pour les écologistes, soit pour les communistes. Donc, voilà, on va très bien vers dans quel sens ça va. Donc il y a une présence presque nulle d'avis conservateurs dans les médias en Allemagne. Et alors voilà ce que ça donne évidemment pour l'éclairage porté sur des autres nations. Si en Pologne il y a quelque part des opinions conservatrices qui sont formulées, c'est considéré littéralement comme un scandale dans la presse allemande, et c'est représenté comme tel. Donc c'est vraiment, comme je disais, c'est une caricature d'un système médiatique qui, comme je disais, en Allemagne lui-même est extrêmement politisé et qui ne connaît, à part quelques blogs, quelques sites par-ci par-là, pas de véritable pluralité d'opinion. Alors, on finira bien entendu là-dessus, et peut-être aussi qu'il faut aller chercher du côté de la méconnaissance pour certains médias français, de la méconnaissance des pays, des anciens pays soviétiques, du bloc soviétique aussi, parce que c'est quand même des pays très complexes. J'étais ce soir avec Max Erwan Gastineau, qui est notamment essayiste, et vous avez publié le très très bon livre que je vous recommande. D'ailleurs, l'interview avec Max Erwan est en replay sur cette chaîne, Le nouveau procès de l'Est, aux très bonnes éditions du Cerf, et je reviens une nouvelle fois, c'est toujours un plaisir. David Engels, historien et professeur à l'Institut Zagłębie et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier livre Renova, c'est Europa aux éditions, pareil aux éditions du Cerf. Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir répondu à mes questions. N'hésitez pas à repartager, bien entendu, ce live, à le commenter et à le transmettre à vos amis. Jeudi soir, je recevrai dans un grand entretien, enfin, Emmanuel Gave, qui viendra nous parler sans langue de bois de tous les sujets qui nous occupent. Donc, jeudi soir, rendez-vous 18h sur Putsch Live pour le grand entretien d'Emmanuel Gave, pas de Charles Gave, mais d'Emmanuel Gave. Merci à tous, passez une excellente soirée. Bye bye, vive la démocratie, salut. Bon.